si jamais il y a besoin. Alors, je crois que c'est officiellement commencé. Bon, bienvenue à tous et à toutes. Merci de vous être connectés en si grand nombre. Je m'appelle Rebecca McConnell, je suis animatrice à Radio-Canada, mais pour aujourd'hui, je vais être votre modératrice. On va passer une belle heure ensemble. Donc, bienvenue à ce vernissage virtuel de l'exposition Christian Dior qui est présentée par le musée McCord et qui va être ouverte au public dès vendredi, ce vendredi, le 25 septembre, et présentée jusqu'au 3 janvier 2021. On me dit que vous êtes très nombreux à vous être connectés via Zoom, via Facebook. J'imagine que vous avez toutes sortes de questions à poser. Vous pouvez d'ores et déjà inscrire vos questions dans la section commentaires sous la publication Facebook ou sinon nous les envoyer par Zoom ou vous pouvez attendre aussi à la toute fin de cet entretien. Je vais d'abord commencer par saluer nos invités pour cet après-midi. D'abord, Madame Pascale Grignon, qui est directrice marketing, communication et expérience visiteur au musée McCord. Bonjour Pascale. Bonjour Rebecca. Cynthia Cooper, qui est chef collection et recherche, ainsi que conservatrice costumes, mode et textile pour le musée McCord. Bonjour Cynthia. Bonjour Rebecca. Et Dr. Alexandra Palmer, qui est la conservatrice principale, poste de conservation Nora Yvonne en costume de mode du Musée royal de l'Ontario et qui est la commissaire de l'exposition. Good afternoon, Dr. Palmer. Good afternoon, merci. Et qui est l'auteur de plusieurs ouvrages, très important de le mentionner, dont 2 bibles sur Christian Dior. D'abord, Dior, A New Look, A New Enterprise, 1947-1957, qui a été publié en 2009, et Christian Dior, History and Modernity, 1947-1957. On va vous expliquer pourquoi, pour tantôt on se concentre vraiment sur ces années-là, qui a été publié en 2019 et qui a gagné en avril le prestigieux Millia Davenport Publication Award de la Costume Society of America. Donc voilà, on part ça, puis je réitère mon invitation. Si vous avez des questions à nous poser, allez-y tout de suite. On va commencer avec Madame Pascale Grignon. Pourquoi présenter cette exposition sur Christian Dior au musée McCord? Oui, bien avant de répondre directement à votre question, permettez-moi simplement de reconnaître que, bon, comme vous voyez, nous sommes dans l'exposition ici, on a cette chance-là, nous sommes au musée présentement et donc sur le territoire de Montréal et je voudrais reconnaître que nous sommes sur un territoire autochtone non cédé par voie de traité, que la nation Ganengiaga possède un attachement vraiment historique particulier envers ce territoire-là qu'elle nomme Tiohtià:ke. Et ce territoire est toujours d'ailleurs un lieu de rencontre pour plusieurs nations autochtones et leurs ancêtres. Donc, nous leur rendons hommage présentement, ainsi qu'à ceux d'autres communautés qui pourraient être ici aujourd'hui. Voilà pour ça. Alors, pourquoi le musée McCord présente cette exposition-là? Bien, d'abord, je mentionne que c'est une exposition à voir parce que, bon, vous voyez quelques exemples ici, vous allez en voir plus lors de la présentation, de la discussion. L'exposition comme telle présente 51 robes plus magnifiques les unes que les autres, 40 provenant de la magnifique collection du Royal Ontario Museum, 11 aussi provenant des collections costumes, mode et textiles du musée McCord, en plus de 100 objets et photographies d'époque. Donc, ça, c'est ce qu'on va présenter dans l'exposition. Et c'est donc une exposition d'envergure que celle de Christian Dior. Et effectivement, vous parliez des années tout à l'heure, ben, c'est qu'elle couvre en fait les 10 premières années d'existence de la maison Dior, donc de 1947 à 1957, soit du moment de la création de la maison par Christian Dior jusqu'au décès du designer. Donc, c'est vraiment dans cette période-là sur cette période-là qu'on s'attarde et ça permet, bien là, évidemment, de plonger dans la découverte de tout le monde luxueux de la haute couture parisienne de l'après-guerre et tout le savoir-faire aussi qui est rattaché à cette haute couture-là, que ce soit dans les broderies, le perlage, c'est vraiment de toute beauté. Et bien, pour le musée McCord, c'est une occasion de présenter
ou de démontrer encore une fois son expertise en mode, qui est une expertise vraiment unique. Bon, peut-être que certains qui nous écoutent ont eu la chance de venir visiter des expositions en mode. On en a fait plusieurs qui ont eu beaucoup, beaucoup de succès. Je pense à Eleganza, la mode italienne de 1945 à aujourd'hui, qui était présentée en 2016, ou encore Balenciaga, maître de la haute couture, il y a 2 ans. Alors, on a vraiment cette expertise-là toute particulière et c'est pas un hasard, en fait, c'est que le musée McCart détient la plus importante collection de mode canadienne. On parle de plus de 20 000 items. Alors, ce sont des objets qui ont été faits ou qui ont été portés au Canada au cours des 3 derniers siècles. Alors, effectivement, présenter une exposition mode comme celle de Christian Dior, c'était vraiment tout naturel, d'autant plus que ça nous permet de présenter parmi les plus belles tenues que nous avons de Dior dans nos collections. Oui, absolument. Moi, en ce moment, je suis dans la section. Je vais laisser Cynthia nous expliquer où on va être un petit peu plus tard, mais je me trouve assez privilégiée. J'ai vu l'exposition hier, puis je suis dans la section avec les magnifiques robes de bal. Donc, c'est une exposition qui a été conçue en 2018 par le Musée royal de l'Ontario à Toronto. C'était pour les 70 ans de la Maison Dior. Et Dr. Palmer, qui en est la commissaire, je le disais tantôt, a écrit des ouvrages très importants sur Christian Dior, a fait une recherche doctorale sur Christian Dior. Dr. Palmer, you've dedicated so much time and energy to Christian Dior. What is it about Dior that you find so fascinating? Well, everywhere I went when I was talking to ladies about their clothes in the 1950s, I was interested in learning about why people wore couture, why people wore all these beautiful dresses in the museum. And Christian Dior kept coming up. Oh, but it was Dior, it was Dior. And he was sort of actually in my way because I was interested in all these other designers we don't know anything about. And then their archives, Dior Paris, has incredible records in the design house that just don't exist in other houses because they never really moved. They were consistent. They were a post-war house set up for a post-war world. So the resources in that house are truly extraordinary. So you can dive deeply in ways that are really hard with other houses. So you fell in love with him? Well, I wanted to know why. What is it about Dior? About him, why right. is everyone so obsessed with Dior? And there's all these other beautiful couturiers and gorgeous clothes. Like, why does he always rise to the surface? What is it? That's interesting. So sort of exploring that in my first book in terms of his marketing and the way the house was set up. And then in this exhibition and in this book, what was it about the clothes? Why did women in the post-war world decide they wanted to wear corsets, look in these very feminist kind of ways, go back in time really? And in a way, it sort of really irritated me because these clothes were, there are Oscar red carpet numbers. They're what we think of as sort of the housewife and all these ideas, and women had fought during the war, they'd driven cars, they'd been around and done a lot of things, and a lot of them had the vote too by this time. So why did they accept this look that really set them back in time? Right, we'll definitely get back to that. Je vais juste traduire rapidement. Donc, je demandais à Madame Palmer qui a consacré tellement de son temps, de son énergie à étudier Christian Dior, qu'est-ce qu'elle trouvait de si fascinant. Puis elle me dit, dans toutes mes recherches, chaque fois que je voyageais, que je rencontrais des femmes et je leur demandais quel couturier les fascinait tant, son nom revenait constamment. Le nom de Christian Dior, elle dit, en blaguant, elle dit, à un moment, c'était presque irritant tellement il était tout le temps dans le chemin. Et puis, elle s'est penchée sur son atelier, les archives de Christian Dior. Tout est très bien certifié, documenté, davantage que ça pourrait l'être dans d'autres maisons classiques. Et dans le livre plus récent, et on va en parler un petit peu plus dans quelques minutes, elle s'est vraiment concentrée aussi sur la période de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Et ça, on va définitivement y revenir. Je poserai une question à Mme Cynthia Cooper. C'est quoi l'histoire qui est racontée dans cette exposition? Alors, c'est une histoire de mode extraordinaire. C'est l'histoire d'un couturier qui a eu un succès presque instantané.
C'est l'histoire d'une silhouette qui a vraiment pris le monde par surprise, mais qui est devenue populaire tout d'un coup et qui a rendu les garde-robes féminines du temps de guerre désuets en très peu de temps. Et c'est aussi l'histoire d'une industrie, l'industrie du luxe, et tout le talent et le savoir-faire qui l'ont appuyé, qui lui ont permis d'exister. Dans l'espace, ben, c'est une histoire qui se déploie dans 3 grandes zones thématiques différentes, les robes de jour, les robes de fin de journée ou les robes cocktail, et puis les robes du soir, avec des zones aussi dédiées aux accessoires et aux différents produits que Dior produisait sous licence, et une autre sur les maisons de textiles, broderies et autres fournitures qu'on a employées dans les vêtements Dior. Et là, d'ailleurs, vous aurez remarqué qu'on est toutes dans des zones différentes, robes de jour, parfums et accessoires, bijoux, robes cocktail fin d'après-midi, et moi, comme je le disais, robe de soir. Je vais reposer une question à Madame Palmer. Dr. Palmer, let's talk about Christian Dior's very unusual professional background. He started out, he was an art dealer, had a little gallery in Paris, and then went on to do his military service. How did this influence his work as a designer? Well, the military didn't really that much. He liked cooking. He was good at cooking the sausages. Okay. But after the war, when Paris was occupied and the war was still continuing and he was demobbed and he got a job, he didn't know what to do because his parents had lost a lot of money and he realized he had to support himself. And so he was very much involved in artistic circles. And he got a job designing and sketching hats and dresses for other couturiers, a styliste, which was common at the time to sell designs to other houses. And he did quite well. So to do that, he had to understand what the mood was, what people might want to buy from him, a good design, what might go with a different house. Maybe this one is good for this person, this one is good for that. So he had to have a sensibility and an understanding of what was going on in fashion. And then he got a job working for the couturier Robert Piguet. And there he got into a house and actually started working with the clothes. And subsequently, he worked, or that was before actually, then he worked for, when he got demobilized, he worked for Lucien Lelon, who was the head of the Chambre Syndicale, a house that no longer exists, very, very important. And he learned about the American market because Lucien Lelon was very involved in that. Lucien Lelon was the man who was negotiating with the Germans who wanted to move Paris Couture to Germany. And he's saying, no, you can't move it. It has to be in Paris. We need these places. We need these people. We need these industries. And he was also there with Balmain, Pierre Balmain. And so he learned a lot, and he learned about dressmaking there. And so when he was offered the chance to start a house with Marcel Boussac, who was one of the richest men in France, who'd made money in World War I and World War II in cotton. He sold toile d'Avignon. And he had this idea. France was decimated after the war. It was terrible. And couture, there was a big debate if it would be rise up, end of it, if the Americans didn't need to come, like what would happen, what was the point of this? And so his vision, his plan was to make beautiful clothes, to use the best artisanal skills to continue dressmaking. It was a very French project of patrimoine, to continue all the great traditions that were very French, and really since the Middle Ages, and guilds and training, and the names in Paris, the Sentier, they're about those skills. So it was very, he was very clear on what he wanted to do. What he didn't understand was how incredibly successful he would be. And because he had Marcel Boussac, he had the ateliers, which blossomed, and they opened many more immediately because they had so many orders. But he also had another division of the house, which was the business.
and he had a lot of people there who could record things. He had an American press agent. He was very, very savvy, very politically savvy. And there was a man, Monsieur Rouet, who was in charge of the business and the licenses, who was like, it was a big enterprise from day one, small enterprise that grew massive. So he had the means and the resources. Let me just translate that very quickly. Donc, je demandais on parlait des débuts, en fait, de Christian Dior. Je crois que ses parents voulaient qu'il soit diplomate. À une certaine époque, il est devenu galeriste à Paris pendant un court moment. Il a fait son service militaire et il a commencé à vendre ses sketchs donc à d'autres couturiers. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup. Il a commencé à travailler avec Lucien Lelong, une maison qui n'existe plus, nous disait Madame Palmer. Rapidement, il a eu l'aval et le soutien de financiers qui ont pu l'aider à concrétiser sa vision. Et ce que je ne savais pas, c'était le patriotisme, en fait, qui habitait vraiment Christian Dior. Après la guerre, surtout, la France était complètement décimée, dévastée. Et lui, il a eu envie, donc, de faire des créations qui allaient, si vous me permettez, remettre la France sur la map, mais surtout faire travailler tous ces artisans, ces bijoutiers pour confectionner. Oui, c'était vraiment de l'artisanat de luxe pour ces robes. You mentioned Dr. Palmer, Christian Dior's career was very brief. It's like a shooting star. Spectacular, dazzling, but really, first show, 1947, died in 1957. Et Madame Palmer nous disait qu'il n'y avait aucune idée à quel point il allait avoir autant de succès. What do we owe him? What silhouettes do we owe Christian Dior? In 10 years and 22 collections, Dior was very clever. He named every dress, which had been done before. Paul Poiret had done that. But he named every collection. So he designed these lines that had names, and it was Caramel Snow of Harper's Bazaar who called it the New Look, the first collection. And so he catered to the press, so he got lots of press. And so this is from the A line, Avril. And because what happened when he opened in 1947 with his long skirts, cinched in waist, corsets, padded hips, soft shoulders, it was the opposite of the wartime look. And if that was going to be fashion, then all these manufacturers and all your wardrobes were completely out of date. You can't wear a new look skirt with an old look coat because you have this big hem hanging under it and it looks terrible. So all the way through the 50s, everyone was really worried, like, is Dior going to do something so sensational that we'll all be out? So Dior watching became kind of a skill of the press of like, what's going to happen? Like, let's be careful. And of course, by calling every line a different name, he catered to that excitement and helped perpetuate it. But in fact, what he did was continue things from previous designs and introduced a new kind of style in it. So he was very careful that he would be able to dress everyone, that your wardrobe would naturally go out of date. You would still look fabulous in your older Dior's. And couture was an investment. And he realized that you don't just chuck out a whole wardrobe because a new line comes in. Right. So that's A line, H line, le tailleur bar. Oui. Corolle, la Corolle, les lignes en 8. Oui, je demandais à Madame Palmer parce que vous savez que sa carrière a été complètement... Oui, le ciseau au milieu du siècle, chaque ligne a un nom. Oui, chaque ligne a un nom, c'est ça. Ce sont les silhouettes, en fait, qu'on doit à Christian Dior. Et ce que je disais, c'était que sa carrière avait été très brève. Premier défilé en 1947, décédé en 1957. Donc, tout est vraiment concentré sur une période de 10 ans, sur une décennie. C'est pas lui qui a trouvé le terme, le nouveau look, le new look. C'est Caramel Snow. Oui, de Harper's Bazaar, c'est l'éditrice. L'éditrice, donc, du Harper's Bazaar. Oui. Et il voulait vraiment rendre aux femmes, donc, cette féminité après le look très austère de la Deuxième Guerre mondiale.
ça a eu énormément de succès. Puis en même temps, il y avait des trucs du nouveau look qui fonctionnaient moins avec l'ancien look, mais il voulait que toutes les femmes puissent être belles peu importe leur statut socio-économique. Je pense aussi, on parle souvent, quand on se promène dans l'exposition, d'élégance. Ça, c'était vraiment élégance, luxe, long terme. C'était vraiment des valeurs qui l'animaient. Oui, et la féminité. Et la féminité, ben oui, absolument. Bien sûr. Absolument, oui. Ça c'est... Et puis, on le voit quand on est imprégné ici dans toutes les sections de l'exposition. Cynthia, parlez-nous un petit peu justement de la méthode Dior, de la qualité de ces confections, parce que là, je nommais des silhouettes, la ligne Corolle, les lignes en 8, le tailleur bar, des exemples de son savoir-faire et comment ça a inspiré donc ce projet inusité au musée McCord. Oui, alors quand on a plusieurs robes de Dior ici au musée McCord et quand on regarde à l'intérieur de ces robes, on découvre ces méthodes de construction qui sont, on voit que c'était très laborieux, très perfectionniste, mais aussi on emploie des techniques qu'on n'avait pas vues depuis le début du 20e siècle, c'est-à-dire que les corsages pour les robes de soirée surtout sont construits sur des corsets intérieurs avec des baleines. Et puis, il y a des fonds de robes dans les jupes qui sont construits de plusieurs couches de tulle avec toutes les bordures en crin pour que les jupes se tiennent loin du corps. Alors, il y a vraiment toute une structure, toute une architecture de ces robes-là à l'intérieur. Et il est retourné, je pense, non, Christian Dior, justement, au corset à baleine qui avait été comme abandonné. Oui, c'est ça. Donc, ça avait été abandonné, pas dans la Deuxième Guerre mondiale, mais au début de la Première Guerre mondiale. Et on n'avait pas reporté ou réintroduit ces structures-là depuis, mais lui, il s'est beaucoup inspiré de ça. Donc, c'est le New Look et même ces lignes après, il y avait un côté très nostalgique aussi, une nostalgie pour la féminité d'autrefois. Mais de regarder à l'intérieur et constater la complexité, oui, ça nous a inspiré une idée. Et on avait 3 patrons papier dans notre possession, des patrons qui devaient être fournis à des détenteurs de licence pour faire des copies autorisées. Et puis, ces patrons-là sont d'une grande complexité. C'est pas les gens qui font de la couture à la maison là qui peuvent les comprendre. Je les ai montrés au créateur montréalais Almer Joseph et je lui ai proposé de réaliser ces modèles-là. Alors, on présente dans l'atrium du musée les toiles qui sont la première étape dans la confection et une des robes. Les 2 autres sont présentées dans la vitrine chez Holt Renfrew, mais des robes qu'il a réalisées d'après les patrons d'époque. Et voilà les 3 donatrices qui ont rendu ce projet possible. Donc, Almer a dû étudier avec moi beaucoup ces robes-là dans tous les détails de la confection et même pour le choix de tissus. On a regardé de près de nombreux exemples pour s'inspirer, pour être le plus près de l'intention. Oui, exactement. Le plus fidèle possible. Donc, un travail titanesque. Montreal designer Almer Joseph, who recreated these 3 Dior dresses with, j'ai un trou de mémoire, avec les patrons d'origine. Je ne me rappelle plus comment dire patron d'origine en anglais. Yes, absolutely. You're right. With the patterns, and Cynthia Cooper was just saying that even if you know how to sew, you're not. This isn't an easy job, and he painstakingly recreated these. One of them you can see here in the museum, and the 2 others are on display at Holt Renfrew. Si j'ai bien compris. Une autre question pour vous, Cynthia. Le musée, et ça c'est une histoire vraiment intéressante. Le musée McCord avait déjà des robes de Christian Dior dans sa collection, grâce à un don que vous avez eu. Parlez-nous des liens qui ont été tissés entre la Ville de Montréal et le couturier. Oui, alors il y a beaucoup de liens entre Dior et Montréal. Les Montréalaises adoraient Dior et on en portait beaucoup. Un de ces liens-là, c'est par l'entremise de Holt Renfrew, le président à l'époque, Alvin Walker, en 1951, avait négocié une licence avec la maison et on produisait, comme on voit l'étiquette ici, on produisait du Dior
autorisé ici à Montréal dans un atelier chez Holt Renfrew. On produisait les modèles exacts pour le Canada. Cette robe-là, Soirée de décembre, elle s'appelle, en est un exemple de cette collaboration-là. Et l'autre lien qu'il y avait en Dior et Montréal, on appelait ça en anglais bonded models, qui en français, c'est des modèles libres de douane. Alors, les grands magasins américains faisaient de l'importation, montraient ces robes-là dans des défilés ou faisaient des copies pour des clientes. Mais les tarifs douaniers étaient exorbitants. Alors, pour ne pas payer le tarif douanier, il y avait une entente. Ils pouvaient les importer libres de tarifs, mais ils devaient les exporter en dedans d'un certain temps, comme 60 jours. Okay. Alors, ils n'étaient pas pour les renvoyer en Europe. Ça aurait coûté trop cher. Ils les avaient payés après tout. Alors, ils avaient des contacts dans les grandes villes du Canada et beaucoup à Montréal. Alors, les grands magasins ici pouvaient acheter ces vêtements-là en lot pour un prix modique et les revendre à des clients, leurs clients préférés. Alors, ici, derrière moi, on a 4 robes d'une seule donatrice au musée, Madame Hurt, qui avait énormément de Dior dans sa garde-robe. Elle nous a donné pendant de nombreuses années. Mais ce sont ces bonded models-là et elle n'avait pas tout à fait la taille d'échantillon, là, parce que c'était une taille unique, c'était la taille du mannequin. Alors, on explique comment elle les faisait transformer ou ajuster pour faire à elle, comme la robe avec la ceinture bleue qu'on voit, avait une jupe à plis, mais elle a fait défaire, puis elle a fait plutôt une jupe plissée pour faire à sa taille. Alors, on présente quelques 11 modèles ici qu'on a ajoutés à l'exposition qui ont été portés par des Montréalaises. Par des Montréalaises. So I was asking about the unique unique bond between Montreal and Christian Dior, and it's actually twofold. The first was a deal that Alvin Walker from Holt Renfrew negotiated with House of Dior, that Holt Renfrew was allowed to recreate some of the dresses, and there was also as you mentioned, Cynthia, the bonded models. So you are sitting in front of 4 dresses that were donated by Margaret Rawlings Hart, whom was lucky enough to wear Dior all the time in another life. And so that's a really interesting part of the exhibition. Pascal Grignon, je reviens à vous parce qu'on va prendre aussi des questions du public. Que croyez-vous que les visiteurs vont ressentir lors de leur expérience? Bien, en fait, oui, tout à fait. Je pense que ça fait vraiment un grand bien. Oui. Moi, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai ressenti. C'est ce qu'on me dit aussi, avoir ressenti beaucoup. Vous voyez la scénographie, hein? C'est tout en élégance, en douceur et très révélateur de ce talent, de ce merveilleux-là qui est la haute couture. Et je dirais que c'est vraiment une bouffée là, de fraîcheur, de beau, d'émerveillement. Qui fait vraiment un très grand bien par les temps qui courent. Je pense qu'on on a besoin de ça. Et le fait de venir physiquement au musée, c'est vraiment une autre dimension. Hein. On le sait quand on visite une exposition, cette proximité-là avec les objets, le fait de s'immerger dans un autre contexte, là, mon Dieu que ça fait du bien. Alors, je pense que c'est beaucoup ce que les gens vont ressentir. Beaucoup aussi en fait, c'est fascinant de voir tout le savoir-faire qu'il y a derrière ces robes-là, les broderies, j'en parlais tout à l'heure, on en a moins parlé, là, mais c'est fantastique de voir tout le travail justement d'artisans traditionnels qu'on peut retrouver sur les tenues, c'est vraiment éblouissant. Donc, l'exposition est à l'affiche dès vendredi. Et bon, évidemment, on ne peut pas passer sous silence la situation sanitaire actuelle. Hein, c'est une réalité. La bonne nouvelle, c'est que les musées sont vraiment des lieux sécuritaires. Les mesures sanitaires ont été appliquées. La distanciation est assurée aussi par le fait qu'on limite le nombre de visiteurs à la fois dans les salles. Donc, ça donne vraiment une visite franchement fort agréable, c'est ce que nos visiteurs nous disent. Ils apprécient le fait qu'il y ait de la place, que tout le monde peut respirer, visiter l'exposition à son propre rythme et puis donc avoir vraiment un accès, disons, aux objets là, qui est vraiment imbattable.
Donc, voilà pour ce côté-là. Je rappelle qu'il faut absolument acheter ses billets à l'avance en ligne, ce qui nous permet justement d'assurer cette limite de personnes-là à la fois. Et il y a aussi un microsite qui a été conçu normalement. Donc, on a dans nos salles des iPads avec des contenus supplémentaires où on peut vraiment découvrir dans ce cas-ci les croquis d'une robe, l'intérieur aussi, souvent toute la confection dont Cynthia parlait tout à l'heure. Donc, il y a un microsite qui a été conçu pour remplacer les iPads, ce qui fait qu'à même votre téléphone intelligent personnel, bien, vous pouvez y accéder à tout ce contenu-là. Oui, c'est vraiment, ça permet vraiment à ceux qui veulent se plonger dans les détails d'y aller allègrement. J'allais continuer simplement en mentionnant aussi qu'il y a toute une programmation connexe à l'exposition, donc ça peut aussi intéresser plusieurs personnes. Donc, on a plein d'activités culturelles qui ont été développées, beaucoup en ligne pour des questions de au maximum de personnes d'y assister, certaines sur place. Donc, mercredi, le 30 septembre, donc la semaine prochaine, il y a un atelier de discussion en ligne avec le collectif montréalais Never Was Average. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une discussion où on se questionne aussi sur l'accessibilité au luxe en temps de crise. Donc, c'était vrai dans la période après-guerre. Oui. Voilà, et c'est encore vrai, bien évidemment, présentement, on vit des crises quand même importantes. 2 conférences en ligne aussi seront offertes. L'une de Vincent Léret, qui est chargé du patrimoine chez Parfums Dior. Donc, on fait là un lien avec les belles bouteilles de parfum que vous avez pu voir tantôt et tout le côté marketing fort développé de notre ami Christian Dior. Alexandra Palmer aussi va nous offrir une conférence en ligne. Le Festival international du film sur l'art nous présentera 3 documentaires au musée, une table ronde également sur les textiles haut de gamme dans le travail des créateurs montréalais cette fois-là, avec Elmer Joseph et Elisa C. Russo, qui, cette table ronde-là, plutôt, va être animée par Stéphane Leduc. Alors, évidemment, il faut aller sur le site web pour s'informer de tous les détails. Je poursuivrai peut-être avec un concours qui risque d'intéresser beaucoup de gens également. Alors, on a des partenaires, de précieux partenaires qui nous offrent donc des prix pour ce concours de l'exposition. Alors, un jour, nous serons en mesure de voyager et à ce moment-là, bien, toute personne qui aura visité l'exposition voudra se rendre en France pour suivre les pas de Christian Dior et donc avec Explore France et la région de Normandie, bien, on a la possibilité d'offrir en prix ici un circuit en Normandie puisque Christian Dior était originaire de Normandie. On voit d'ailleurs la magnifique maison où il habitait. Donc, un circuit vraiment pour revoir les inspirations de Dior ainsi que un autre prix qui est un 5 000 $ chez Haute Renfrew avec un magasinage conseillé, personnalisé et tout. Donc, pour ceux qui voudront peut-être se vêtir de la sorte. Et puis, ben, peut-être je conclurai simplement, avant qu'on prenne les questions, en remerciant, si vous me le permettez, les gens qui ont permis de réaliser cette magnifique exposition. Alors, l'équipe d'abord du Musée royal de l'Ontario. Thank you, Alexandra, for this excellent collaboration. L'équipe du Musée McCord, évidemment, Cynthia tout particulièrement, la restauratrice aussi, Sonia Kata, qui a fait un travail, mais extraordinaire. François Vallée, chargé de projet, ainsi que les techniciens qui ont fait, encore une fois, un fabuleux travail. Et ben, nos partenaires, donc Haute Renfrew Ogilvy, qui est partenaire présentateur de l'exposition, nos partenaires majeurs, Air Québec, Air France et Hôtel Le Kentley Suite, ainsi que nos partenaires, donc Explore France, la région de la Normandie, Tourisme Montréal, le Festival Mode et Design, TV5, Fugue, La Presse, Montréal Gazette, le Conseil des arts de Montréal et le gouvernement du Québec. Ça ne se fait pas tout seul une exposition, donc vous en avez la preuve. Ben oui, c'est ça. Ça prend beaucoup de gens, de collaborateurs. Ben, merci pour ça, Pascal Grignon. Rapidement, je vois des gens qui disent qu'est-ce qui se fait? En gros, ce qu'on disait, what we were saying, I was asking Pascal Grignon what she hoped that visitors would feel when they walk into the McCord Museum, watching all of these beautiful gowns and creations by Christian Dior. And obviously, there's a pandemic. Sidebar, everything here is done so that social distancing is respected, so you can walk freely and not stress out, not fret about that. Buy your tickets online in advance. That's another thing that you should consider. And also, Pascal was saying that she hopes that people just feel
amazed and dazzled by being surrounded by so much beauty. Ça fait du bien. C'est ce qu'on disait. Donc, oui, if you want to ask us questions, you can also say who you want to address your question to, Cynthia Cooper, Dr. Palmer, Pascal Grignon. Moi, je vais prendre donc certaines des questions qui nous sont arrivées pendant l'entretien, puis sinon, ben, continuez de nous en envoyer, soit via les commentaires Facebook, soit par Zoom. I think this one is for you, maybe Dr. Palmer, maybe Cynthia Cooper. It comes from Stephanie Morris. I saw the exhibition at the Royal Museum of Ontario. It is fabulous. Some of the gowns are incredibly embroidered. How long might one gown have taken to complete? And also, when the gowns are not being exhibited, how are they stored? Who wants to take that one? Okay, I can answer that. Oui. So the embroidery depends on what it is. So some of them are far more complicated, like the dress Palmyre has over 35 different kinds of beads or sequins and things. So that is unbelievably 3,500? 35 different kinds of material. Wow. So there's different sequins, different beads, different filets, and it's extremely dry. It's like the grand, you know, right, the big thing. So it took hours, days to complete. And other things may not look so astonishing, but really they are as well. So, and Dior talked about how even some of the day suits, which he could never get the money back on them because there's so much work in them. And so another dress like Venus, which is the big pink fluffy thing behind you, yes, exactly, has these beautiful sequins, and we know the man who made those sequins, which are iridescent and like feathers. But in fact, it's a much simpler dress in some ways, because there's this big tulle petticoat, all the actions in the back. So it does depend. So it's hours, but the beaters had to produce things very quickly to meet the demands of, you know, like, we want this dress now. So all those things were taken into consideration. And when the dresses are not on display, they go to bed, as they do in all museums. And in our storage, everything is flat. Flat, okay. Flat, because we're fighting gravity as we are in life. That's interesting. So, you know, weight and light, those are the two damaging things for us as well. So what about temperature? And temperature control, okay. Constant temperature, so not too much humidity and contrast, because all these different materials fight each other if we don't look after them. Right. Alors, ça va répondre à la question également de Manon Demers qui demandait la procédure pour la conservation des robes. D'abord, on demandait, il y en a qui sont tellement, il y a tellement de détails dans les robes. On a parlé de la robe Palmyre, on a parlé de la robe Vénus qui est derrière moi. Tellement de bijoux, de paillettes, de plumes, de détails. Combien de temps ça peut prendre faire une robe comme ça? Puis Madame Palmer disait, ça dépend vraiment. Il y en a qui ont l'air plus compliqués que d'autres. Des fois, c'est l'inverse. Des heures, voire des jours. Et comment sont-elles entreposées? Elle dit, c'est comme les êtres humains, en fait. Ça doit être à l'horizontale, flat. On doit faire attention au poids, à la lumière et à la température également. Donc voilà, elles se reposent quand elles sont pas exposées. Une question de Lise Proux. Peut-être, Madame Cooper, vous voulez la prendre. Est-ce que Christian Dior a confectionné des vêtements pour hommes? En fait, je pense que je vais laisser à Alexandra répondre. Elle connaît mieux la maison que pour... Parfait. C'est intéressant. C'est dans la grande boutique qui est 1955. Il opened a grande boutique. Et il commence pour toutes les choses pour les dames. Et aussi il commence avec les cravates. Pour les hommes, c'est un peu de scandale parce que Monsieur Dior a fait les robes pour les dames. Ce n'est pas sauf pour les hommes d'apporter le nom de Christian Dior. C'est un peu qu'est-ce qu'il fait. Okay. So he started with that, and of course Dior Homme is we know Dior Homme is wonderful. So he went back to Dior Homme. So he started out with Dior Homme, and he looked very much for he signed up with an American manufacturer to make his ties. He selected the ties, and then he started like loungewear
and shirts, and OK. it went on today to be wonderful collections. Right, right. Donc, il a commencé avec la question, c'était est-ce qu'il a confectionné des vêtements pour hommes? Oui, aussi, il a un parfum de unisex. Ah oui? OK. Ah oui, qui est encore en vente aujourd'hui. Oui, c'est l'eau fraîche. L'eau C'est fraîche. intéressant. C'est 1955, je pense. Ouais. En 1955, donc, il a également fait un parfum pour hommes. Et puis, moi, je suis à côté des... Non, c'est unisex. Ah, c'est parfum. Oui, oui, c'est très important. Très important. Alors, c'est avant Calvin Klein. Bien avant Calvin Klein. Et j'allais dire, il y a aussi quelques robes pour enfants. Moi, je suis à côté de deux robes pour jeunes filles. Two dresses for not ladies, but I guess teenagers or very young girls that I'm sitting next. Pour un bat mitzvah. C'est ça, pour un bat mitzvah. Donc, c'était... C'est très rare. Eva Fried has a question for Dr. Palmer. We never heard why women embraced the new look, which was certainly a reaction to the privations of the war. The fascination with Dior persists today, although feminine constricting fashion is definitely not à la mode. Though who knows how COVID will influence fashion. Why the fascination? That's true. There was a reaction to the new look. There was the anti-new look protesters. We abhor Dior. Not j'adore Dior, we abhor Dior. But Dior said fashion is feeling. And it was the way the clothes felt. It was in the weight. It was long skirts that women had never experienced, the corsets, the soft shoulders. The clothes hugged you, they enveloped you, they made you feel safe. And the clothes were so different from the wartime look that the war must be over. So it was a breath of fresh air also. It was a clear signal that better days were ahead. And the other interesting thing is a lot of the evening wear or cocktails you can't get into by yourself. You need somebody to dress you. You need someone there. You need a husband. You need someone who's going to be there. And that wasn't the case you never knew if you'd see anyone during the war. So I think there's these very kind of poignant things that were a break, okay, we're on to other things now. C'est intéressant, Eva Fried demandait pourquoi est-ce qu'on n'a jamais vraiment compris pourquoi les femmes ont embrassé, accueilli ce nouveau look qui a été une réaction donc à tout ce qui était austère, ration après la Deuxième Guerre mondiale. Et Dr. Palmer disait oui, mais justement, c'était tellement le contraire, les épaules dénudées, la taille. Et souvent, il y a des robes qui nécessitaient l'aide de quelqu'un pour les enfiler. Et pendant la guerre, on ne savait jamais si on allait tout ça dans un coin. Donc, il y avait de ça aussi qui a inspiré les gens à embrasser ce look-là. Il y a beaucoup de questions. Josiane Polidori demande « Quels sont les thèmes iconiques de Christian Dior qui ont été réutilisés par les autres designers qui ont travaillé pour Dior? » Qui veut prendre cette question? So what iconic themes by Christian Dior were, I guess, used by the other directors that worked for Dior? I guess that's a way of asking. Il continue. Les archives Dior, c'est très important et tous les créateurs utilisaient les archives et les traces de Dior, les thèmes, dans les façons nouvelles. Ce n'est pas une reproduction d'un livre, c'est une idée. Une continuation. Oui. Ou un détail ou quelque chose comme ça. Une inspiration. Une inspiration, oui. Est-ce que Michel Beauchamp demande, peut-on télécharger le contenu audio avant de se rendre au musée? Tiens, une question pratico-pratique. Est-ce qu'il y aura un catalogue? J'espère que oui, dit-elle. Il y a définitivement un catalogue, oui, tout à fait, je peux répondre à ça. Donc, il y a un catalogue qui est en vente, en fait, à la boutique du musée, bien sûr, mais qui est également, ou qui va l'être sous peu, là, en vente en ligne également. Donc, il y a toute une série là,
d'objets qui ont été conçus en lien avec l'exposition. Donc, effectivement, c'est disponible et sur place et en ligne. Et puis, sinon, pour le contenu, oui, c'est ça. En fait, le contenu du microsite est surtout visuel. Donc, à ce moment-là, c'est possible de le télécharger, mais vraiment sur place au musée. Puis, je peux peut-être juste expliquer en quoi, lorsqu'on développe une exposition, il y a des droits d'auteur qui sont négociés pour la présentation de différentes images. Et dans ce cas-ci, donc, on a la possibilité de les mettre en ligne, mais précisément dans un contexte de visite. Donc, c'est à l'aide d'un code QR que les gens vont pouvoir accéder au microsite où on a le contenu et donc y avoir accès pendant la journée de leur visite, simplement. Et ça, tous les détails sont sur le site web du Musée McCord, j'imagine. Oui, ça y est. Oui, et quand vous vous présentez au musée, évidemment, vous avez toute l'information. On vous envoie le lien par courriel et tout le reste. Parfait. So, oui, il y a un catalogue. Yes, there is a catalog that's on sale for this exhibition. Mon Dieu. Véronique Morin demande une question très... en fait, avec beaucoup d'inventivité. Comment Christian Dior aurait-il présenté des masques s'il avait vécu aujourd'hui? She wants to know what kind of masks would Christian Dior have created if he were alive today? That's a lot of speculation on both your parts. Oui, on ne peut que spéculer parce qu'il n'est pas là. Je soupçonne qu'il aurait employé des tissus encore très luxueux, qu'il aurait mis tout le savoir-faire de la haute couture au profit de ces masques-là. Mais on peut quand même, je dirais que l'autre côté de la réponse, c'est qu'on vend à la boutique un masque inspiré d'un textile, d'une de nos robes McCord, avec des petits pois discrets. C'est très beau. Alors, vous pouvez quand même, vous pouvez vous procurer ici au musée un masque d'inspiration Dior. OK, c'est ça. Ça serait de la conjecture. We don't know what kind of masks he would have come up with, although it would have been very... I'm sorry, Dr. Palmer, go ahead. Peut-être rouge Dior. Rouge Dior. Ah, yes, oui, red. C'est comme le lipstick. Le rouge à lèvres. Yes, of course, like the lipstick. Or it would have been embroidered with fabulous sequins or something like that. Et Madame Cooper, Cynthia Cooper was saying that, however, there are masks on sale here at the boutique Musée McCord, inspired by one of the dresses. Donc, d'autres questions? Claudette Séguin veut savoir, est-ce qu'il y a encore une boutique à Paris? Est-ce qu'elle est encore sur l'avenue Montaigne? Oui, same address? Oui, okay. C'est magnifique. C'est magnifique, Sophie. Oui, sans doute. Aussi, il y a les choses pour la table et toutes les choses qui est la création de Monsieur Dior. Ah, d'accord. Oui, okay. C'est pour la maison aussi. Okay, so so as soon as we're allowed to go back to Paris as if nothing happened, let's all go to the House of Dior. It's still there, donc pour Madame Séguin. Hélène Ménard demandait, Madame Cooper, pour les clients qui résidaient à Montréal, est-ce qu'ils avaient un catalogue pour choisir les vêtements Dior à l'époque ou est-ce qu'ils étaient invités au défilé à Paris? Ça, Alexandra peut peut-être ajouter quelque chose à ce que je vais dire, mais ce qu'on sait, c'est que beaucoup, nos robes Dior, quand certaines personnes les ont données, ils ont dit que c'était Madame Ginette qui leur a vendu. Alors, on sait qu'une certaine Madame Ginette est venue, qui travaillait, je crois, à la maison à Paris, est venue superviser l'atelier ici. Oui, alors... mais je ne sais pas exactement comment on leur présentait les collections. Alors, je vais... I'll let you fill in if you know more about the shopping process here in Montreal. Oui, il y a les défilés ici. Monsieur Dior a visité Montréal et Toronto. Il y a une vidéo de CBC ici pour un défilé à Holt Renfrew avec les mannequins. Mais aussi, il y a les grandes, les petits défilés pour les clients préférés. Mais aussi, les vendeuses appelaient les clients et ce n'est pas un problème pour eux. Ah, c'était du shopping personnalisé. So the question was, how did the Montreal customers, how did they pick their dresses? Did they pick through a lookbook, a catalog? Did they have fashion shows here? And Cynthia Cooper mentioned this lady, Ginette, that would come over and facilitate.
And Alexandra Palmer said that yes, there were some fashion shows here. Les acheteurs de haute refus, ils connaissaient les clients et ils commandent le style qui est le mieux pour tous les dames. Right. So the buyers at Holt Renfrew would say, "Oh, I know so and so likes this dress," and would call her up and say, "We just I'm acting out here, but we got this. I'm thinking that you would like this," and so forth. Risa Barr says, "Please tell both Dr. Palmer and Mrs. Cooper that their eyeglasses are fantastic." That's that. Vous avez des belles lunettes, mesdames. Ryan Wong. I'm not sure if this is the last question because I see the time is flying by. Ryan Wong says, the relationship and perhaps rivalry between Dior and Coco Chanel and even Balenciaga have been discussed for decades, despite them being innovators in 20th century fashion. Though your exploration of Dior's work, through your exploration of Dior's working career, what element of his work do you think drew them apart and which brought them together? That's interesting. That's a large question. I can tackle that one. I've written on Chanel. There's a Chanel. I've written on Chanel in America, and Chanel was very important. And she didn't like Dior because his clothes were too constricted for women. Balenciaga said the same thing. Why would you have dresses that you need help to get into? Why would you do all this? Monsieur Dior was fine with all of it. He had great respect for Balenciaga, as did most of all the couturiers, because he was a technician in the way that Dior was not. Two dresses here from Dior's last collection, just before he died in fall of 1957, show, I think, the forward thinking of Dior and his strategy for sales. So one is very Venezuela, very draped and, as you would expect, to the big skirt. Another one, Promesse, is very pared down and architectural and almost Balenciaga. So he saw the future, I think, very clearly, just as Yves Saint Laurent, who took over from him, did. But you have to have a style, and Dior sold more. Dior sold a lot, and his styles were less easier for more women to wear than, say, Balenciaga. And Chanel was copied madly and furiously by all the buyers for years, but she did something very similar. She didn't change her line every year. She did the Chanel suit really nicely in wonderful textiles. So it's interesting. No. Alors, Ryan Wong voulait qu'on parle de la relation et de la rivalité entre Christian Dior, Coco Chanel et Balenciaga. Madame Palmer disait qu'elle avait écrit, oui, à ce sujet, notamment au sujet à propos de Chanel, Chanel et Balenciaga qui trouvaient que les vêtements de Christian Dior étaient trop contraignants. Pourquoi est-ce qu'on voudrait porter des trucs qui nécessitent l'aide de quelqu'un? Puis Christian Dior était bien à l'aise avec ça, puis elle racontait à quel point, justement, lui, il a vu l'avenir, il a vu le futur, il était avant-gardiste et comment... finalement, il vendait plus, tout simplement. Il a vendu plus et à l'époque, Yves Saint Laurent a pris le relais. Je pense que en fait, c'est le temps de conclure. Je regarde le temps, je vois les questions passer. Il y en a tout plein. Il y a des gens qui disent « I just logged on, I'm so upset, I missed the program. Will this be available on the McCord site later ». Oui, la vidéo du vernissage sera disponible sur la page Facebook du Musée McCord et sur le site du Musée McCord. Pascal Grignon, je vous demanderai de nous rappeler l'adresse web du Musée McCord parce qu'il y a encore plein de gens qui veulent savoir où est-ce qu'on va acheter les billets, tout ça. Donc, c'est... musée-mccord.qc.ca, tout simple. C'est vraiment très simple. Vous googlez, vous y rendez, il n'y a pas de souci. Et puis, effectivement, là, les billets en ligne, c'est via la plateforme Eventbrite, donc c'est une autre façon d'accéder aux billets également. Les billets sont en vente au moment où on se parle, donc vous pouvez tout de suite aller réserver vos places et vous assurer de possiblement venir dès ce week-end, en fait, ça ouvre vendredi.
Oui, absolument. So, alors, you can buy your tickets online as of now, as of 1 p.m. on this Wednesday. The exhibition starts this Friday, September 25th, right up until January the 3rd, 2021. Donc, Christian Dior qui est présenté du 25 septembre à partir de vendredi jusqu'au 3 janvier 2021. Puis c'est quelque chose que, it doesn't do justice to watch pictures on the web. Moi, j'ai eu la chance de venir me promener ici et honnêtement, même si on n'a pas le droit de toucher à rien, de voir en vrai la veste Tour Eiffel ou la fameuse robe Vénus qui est derrière moi, ça fait vraiment toute la différence. Donc, un grand merci aux gens d'avoir participé, grand merci aux gens de s'être connectés via la plateforme Zoom, également sur la page Facebook, et un grand merci à nos 3 invités, Pascale Grignon, qui est donc directrice marketing, communication et expérience visiteur au musée McCord. Merci Pascale. Cynthia Cooper, chef collection et recherche et conservatrice, costume, mode et textile, musée McCord. Merci Cynthia. Et Dr. Alexandra Palmer, conservatrice principale, poste de conservation, Nora Yvonne, en costume de mode, Musée Royal de l'Ontario et commissaire de l'exposition. Thank you so much for being with us today. Actually, quelqu'un a écrit tantôt, I hope the books are on sale at Musée McCord. Dr. Palmer's books are on sale here. If they're not, yes, they are. S'ils ne sont pas, ils sont faciles à trouver. Un grand merci à vous 3. Merci Rebecca pour ce magnifique travail d'animation. Ça me fait plaisir. Thank you for logging in. Have a nice day, everyone. Au revoir. Merci. Au revoir.